L'Afrique qui pourrait connaître une seconde vague du coronavirus, c'est ce qu'a averti donc la responsable régionale Afrique de l'OMS, Matshidiso Moeti. Comme il m'a rappelé, vous avez donc la parole avant la pause. Oui, je disais que ces déclarations, en principe, nous ne devons pas quand même les négliger. C'est vrai que tout ce qui se déclare n'est pas ce qui est arrivé sur le continent africain. Mais si nous ne respectons pas, si nous ne prenons pas la mesure de la situation, nous risquons, quoi qu'on dise, même comme nous le disons, même si c'est un seul mort, c'est un mort de trop. Donc, il faut que nous prenions des dispositions pour pouvoir respecter les mesures barrières. Surtout que quand on parle du vaccin actuellement, qui, à mon avis, qui n'est pas encore à la portée même des Africains, et je pense qu'on doit faire extrêmement attention pour que cette vague de contamination dont parle cette directrice région Afrique, qu'on ne puisse pas la... Puisque les déclarations ont eu lieu... Justement, c'est déjà sur le terme vague qu'on n'est pas vraiment d'accord, parce que c'est pas ce qu'on appelle une vague. Oui. Bon, on a vu ce qu'était une vague en Europe. Oui, mais Samuel... Mais quand vous avez en un an, 48 000 morts, et je signale qu'il y a d'autres pathologies qui font pire que ça. Bien sûr. En un an, le paludisme, par exemple, le paludisme tue beaucoup en Afrique. Beaucoup plus de 100 000 morts Bien chaque année en Afrique. Beaucoup n'en parlent pas. Et quand on nous parle de vague, pour parler de ça, le mot est mal utilisé. Ouais. Bon, alors quel mot vous proposez pour qu'on remplace vague? Moi, je pense que c'est des termes propres à l'OMS pour désigner effectivement, on peut dire la première partie ou bien le premier chapitre. Non. Mais le mot vague, moi, je ne trouve pas ça exagéré. La réalité, c'est que la première vague n'a pas pris beaucoup de poissons comme eux, ils s'attendaient à le voir. La première vague a commencé quand et a pris fin quand? La première vague, c'est la vague de mars jusqu'à ce mois de novembre. Et donc, pour madame la responsable de l'OMS Afrique, il faut que la deuxième vague, là, il faut qu'on essaie de tout mettre en œuvre pour qu'elle ne soit pas aussi trop contraignante ou qu'elle ne cause pas trop de morts. C'est une alerte, comme on l'a dit. Quand on lance l'alerte, en fait, on ne dit pas que nous voulons que ça arrive, mais ça pourrait arriver. Donc, c'est pour que les gens prennent des dispositions. C'est une question très importante. Hein. Oui. Elle a commencé quand la première vague? Elle s'est arrêtée quand? Et la seconde est supposée commencer quand? La première vague suivant elle, sûrement, c'est la vague des premières. Si on prend le cas du Togo, le premier cas, c'était en début mars. Oui. Alors, du premier cas, début mars, jusqu'au dernier décès de ce week-end, on a quand même eu à essuyer une première vague. Non, c'est la parce flambée, que, en fait, en réalité, la réalité... Non, moi, je ne l'épaule pas. C'est pourquoi moi, je vous explique du Sud, ils meurent comme des mouches. Oui, c'est pourquoi je vous explique qu'en réalité, c'est une déclaration politique et elle sait le sens qu'elle donne à cette déclaration. Maintenant, est-ce que c'est nous qui ne comprenons pas bien ce qu'elle veut signifier par vague, mais ce qui est sûr, les dirigeants africains doivent prendre encore des mesures drastiques pour que, effectivement, l'Afrique puisse montrer un autre visage, une fois encore. C'est-à-dire que les prévisions doivent être fausses. Il faudrait qu'on en arrive à 0 cas de contamination et à 0 décès dû au coronavirus dans beaucoup de pays africains. Et il faut que les Occidentaux reviennent vers l'Afrique pour rechercher ou bien pour nous demander quels sont les secrets. Parce que l'Afrique a des secrets. Non, en fait, moi, c'est l'augmentation des cas que nous constatons en Afrique, qui peut-être, à mon avis, donne peut-être raison à cette dame-là pour donner ces déclarations. Parce que même si au Togo, présentement, nous en parlons tous les jours, nous savons que les cas augmentent au jour le jour. Et surtout dans Grand Lomé. Il y a des cas qui augmentent. Alors, quelle est la mesure qu'on peut prendre pour arrêter cette hémorragie? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, en parlant des vagues, c'est comme il y avait une période où il y avait cette montée ou cette augmentation des cas, et à un moment, il y a peut-être cette régression, et maintenant, on reprend
comme ça se passe de l'autre côté de l'océan, en Europe en particulier, où les gens sont revenus faire encore le confinement. Ils ont restauré encore d'autres méthodes drastiques pour peut-être limiter la propagation de la pandémie. La fermeture des bars, des restaurants. Mais le plus important, c'est les 3 facteurs qui font peur à l'OMS Afrique. L'augmentation. Pour dire, voilà, les manifestations qui continuent, manifestations politiques, religieuses et autres, parce qu'on assiste à l'ouverture des églises dans beaucoup de pays, la négligence des mesures barrières. On voit des pays comme le Ghana, où aujourd'hui, porter les masques, ce n'est pas une obligation. Oui. Vous pouvez faire, si vous voulez vous porter, si vous ne voulez pas, on vous laisse faire. Alors, il y a aussi ce facteur-là qu'il faut voir. Et des personnes, des citoyens qui continuent, ça c'est le 3e facteur, qui continuent toujours pas à croire que le mal n'existe pas, le coronavirus n'existe pas, c'est un danger. Non, donc, au niveau des dirigeants, il faudrait qu'on redouble d'efforts. 1, pour faire respecter encore plus les mesures barrières. 2e chose, pour essayer, même si les manifestations doivent être toujours autorisées, voir comment est-ce qu'au cours de ces manifestations, les mesures seront respectées strictement. Et puis, enfin, il faut sensibiliser encore plus les citoyens pour que ceux qui ne croient pas à l'existence de la maladie ou du coronavirus puissent prendre conscience. Et en cela, l'Afrique va gagner. Et on va dire à l'OMS, dans son ensemble, pas seulement à l'OMS Afrique, vous avez échoué sur tous vos plans. Vos prévisions étaient nulles parce que vous avez menti. Non, sur ce plan, je ne suis pas d'accord avec Vivien. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, en termes de respect des mesures, l'Afrique respecte mieux ces mesures que l'Europe. Non. 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 En tout cas, on n'a pas de données. Oui. Revenons à la zone du Grand Lomé. Revenons à la zone du Grand Lomé. Au Togo, les autres préfectures respectent mieux les mesures barrières que les préfectures du Grand Lomé. Non, je parle de l'Afrique et l'Europe. Parce que quand vous allez un peu à l'intérieur, parfois, quand vous êtes en masque, vous êtes vu comme un extraterrestre. Non, ça dépend aussi des milieux. Mais le constat est que je ne crois pas que... Quand vous regardez en Allemagne, les gens avaient reclamé... Le constat, c'est qu'à Lomé, il n'y a plus de cas aujourd'hui. Oui, c'est pas typique à Lomé, toutes les capitales, c'est pareil. C'est pareil. Mais au début, Lomé était un modèle en la matière. C'est le relâchement qui a fait que dans Grand Lomé, il y a la propagation de la pandémie. Et c'est pourquoi le colonel coordinateur, la dernière fois, disait qu'on va prendre les grandes mesures, les mesures nécessaires qu'il faut, et s'il faut, même aller au confinement. Parce que le danger, c'est ça. Aujourd'hui, quand on prend beaucoup de pays africains, vous le dites si bien, les capitales sont devenues des zones plus infectées. Oui. Pourquoi ? Alors qu'au début, c'était plutôt les zones les plus reculées des capitales qui développaient plus la maladie. Donc, peut-être aussi, il y a des pratiques traditionnelles au niveau de beaucoup de pays africains. Je connais des villes et des villages au Togo où les gens continuent pas à dire si tu utilises telle racine, tout ça là. Des oignons, alors que c'est faux, ce sont des fake news. Bon, mais curieusement, on constate que dans beaucoup de milieux, les gens n'ont pas la maladie. Mais au niveau des grandes villes où il y a souvent ces contacts-là, les gens continuent pas à se contaminer. La dernière fois, dans une zone de Lomé, 11 personnes, c'est vrai, ce sont des étrangers qui vivent à Lomé, mais 11 personnes dorment dans une même salle. Et voilà que 2 personnes développent la maladie. Et quand on a voulu le faire des tests, il y en a qui ont disparu. Oui, et tout ça là, c'est à Lomé. C'est ça les dangers. C'est une ville cosmopolite. Et la contagion actuellement dans Grand Lomé, c'est une contagion communautaire. Voilà. Et il n'y a plus de symptômes. Les gens sont asymptomatiques et il faut seulement faire les prélèvements pour qu'on sache que tu es contaminé ou pas. C'est ça le problème. Et beaucoup mettent aussi en doute les prélèvements parce que, en tout cas, suivant la science, avec 2 ou 3, on peut être sûr. Mais aujourd'hui, beaucoup parlent de voir quel test utiliser parce qu'il y a des tests qui se révèlent quand même avoir des failles. Puisque si on prend nos frontières aujourd'hui, si on prend l'aéroport aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment sûr à 100% que les tests donnent les vrais résultats? Parce que s'il n'y a pas de 2e, 3e test, est-ce qu'on est sûr de diagnostiquer ou non
le mal. Je crois que nous devons réfléchir à cela. Et moi, je pense qu'il ne faut pas condamner l'OMS Afrique. L'OMS Afrique est dans son rôle d'alerter et de dire attention, on doit éviter l'hécatombe. C'est ça aussi qui... Il y a trop de décès en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud, au Mexique, en Asie. Oui, mais quand on prend les États-Unis d'Amérique, un seul pays, mais c'est combien d'États? Il faut tenir compte de ça aussi. Hein? 50 États. Voilà, c'est ça aussi. Voilà, et eux, on les considère comme un pays. Voilà. Et donc, dans ce pays, il n'y a pas de vague. Et c'est en Afrique qu'il y aura de vagues. C'est là où moi je conteste. Il y a des pays qui ont déjà connu 2 vagues, qui sont dans leur 3e vague. La Corée du Sud, on dit qu'elle est à sa 3e vague. Voilà. Donc, allons-y. Nous, on parle de notre 2e vague. La première pour une deuxième. L'Afrique défie, c'est que la représentante région Afrique de l'OMS dit. Non, ce qui fait peur à l'OMS, c'est que jusqu'à présent, on ne comprend pas les réels secrets de l'Afrique. Il y a des scientifiques. C'est qu'on est résistant. Il y a des scientifiques. Nous avons le soleil. Nous avons tout. Il y a un scientifique sénégalais. Voilà, il y a des qu'il faut. L'Afrique connaît 3 grippes chaque année. Oui. Et la grippe de mai, selon ce qu'il dit, hein, j'oublie un peu son nom, la grippe de mai et de septembre sont des coronavirus. Oui. Parce qu'il y a déjà une famille de coronavirus. Et donc, l'Afrique ayant été en contact de ça pendant plusieurs années, s'étant soignée avec des médicaments, a naturellement développé des résistances. On ne peut pas occulter ça. C'est pas parce que c'est un Africain qui l'a dit qu'on va l'occulter. Non, bien sûr. Oui. Parce que, vous savez, peut-être pour blaguer, il y a une résistance. Il y a un ami qui dit, les moustiques qui piquent les Africains, ils tombent malades là. C'est pas ça qui va piquer les Occidentaux qui tombent malades. Parce que nous, on vit dans les moustiques, par exemple. Voilà. Donc, il y a beaucoup de secrets que ce soit l'OMS comme les Occidentaux, les scientifiques, les gens veulent maîtriser. Les gens parlent de la couleur de notre peau, de la résistance, de notre milieu, de notre climat, ainsi de suite. Maintenant, là où on a peur, c'est quand on dit que le vaccin doit être conservé à moins de 30 degrés. Ouais. Ça, c'est aussi pour faire peur. C'est pour faire peur à l'Afrique. Sur la question du vaccin, il y a encore dans la tête de beaucoup de personnes, parce que quand on vous parle du laboratoire Pfizer, n'oubliez pas que le Nigeria avait intenté un procès contre Pfizer dans les années 80, 90, dans une autre histoire. Dans une autre histoire, pour une autre maladie. Oui. Pour d'autres maladies. Bien évidemment. Mais c'était quoi? C'est la méningite. La méningite. Oui. C'était la méningite. On parle de ce même laboratoire qui aurait un vaccin à 95% d'efficacité, qu'on veut vendre au monde comme la meilleure des choses. Non, Samuel, je vais te parler de ce proverbe africain qui dit ce n'est pas parce que il y a eu un mort dans un hôpital que tu ne vas pas envoyer ta femme pour accoucher. Le même hôpital qui peut faire des morts peut aussi guérir. Alors aujourd'hui, il ne faut pas se tromper avec la question du vaccin contre coronavirus. Il y a une exigence. Le sens de ma question, c'est que le problème, c'est que l'Afrique elle-même n'a aucun moyen de contrôler l'efficacité des choses qu'on lui envoie. Oui. Non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais malheureusement, dans l'ordre des choses dans le monde aujourd'hui, c'est pas l'Afrique qui contrôle. Il y a des structures qui ont effectivement... Si on prend les vaccins, c'est l'OMS qui valide. L'OMS dit c'est bon et c'est tout. Malheureusement, c'est ça. Ce qu'on a fait au Nigeria, dont je parle, l'OMS avait dit c'était bon. On a vu les résultats. Non, mais ça, c'est un autre cas. Si on prend le vaccin sur le coronavirus, déjà ce matin, la Chine vient d'annoncer aussi qu'il y a eu des découvertes. Et la Russie, 90%, la Russie avait déjà annoncé que ils étaient prêts de donner les résultats de leur vaccin. Alors aujourd'hui, l'OMS qui a été très sévère avec l'Afrique, ça je te le concède. L'OMS a été très sévère avec l'Afrique. Alors l'OMS n'a pas le droit de faire des erreurs. Parce que si jamais il y a des erreurs, on ne va pas le sortir un vaccin. Il y a plusieurs étapes. Oui. Chaque pays a ses règles. Quand on parle des États-Unis, il y a au moins 4 structures qui vérifient tout ça avant d'aller vers l'OMS, vers l'essai humain. Oui. Et c'est l'OMS en dernier ressort qui valide. Et quand l'OMS prend
c'est fini. Moi, je ne refuse pas. Oui. Les cas où on a validé et on a vu des choses arriver après, l'OMS avait validé. Non, oui, mais il y a eu des cas aussi. Après les investigations, il paraît que des officiels nigériens étaient dans ça, le c'est coup. un autre coup. C'est un monté. coup monté. Et des investigations effectuées par qui, déjà? sur le cas des vaccins, service américain. du moment où l'OMS a autorisé des vaccins pourquoi la qui plainte sont n'a pas efficaces. évolué. C'est important. C'est pourquoi cette plainte n'a pas évolué. Non, l'OMS a déjà validé des vaccins qui sont aujourd'hui efficaces. Oui. Il y a beaucoup de maladies qui ont été vaincues grâce aux vaccins validés par l'OMS. D'accord. Et je ne suis pas sûr que l'OMS pourrait faire des erreurs pour nous tromper que ces vaccins-là dont on parle. Et puis le mieux même, c'est que pour certains vaccins, c'est des sociétés constituées de plusieurs pays qui proposent ces vaccins. C'est encore mieux. Et il y a des étapes qui sont respectées. Et vous savez, dans ces derniers temps, on a fait les vaccins pour la poliomyélite. Ouais. Or, la poliomyélite a disparu du Togo depuis 2009-2010. C'est revenu en juillet 2019 et en mars-juillet 2020. C'est pourquoi on a encore remis la campagne de vaccination. On a fait le premier tour et le deuxième peut-être ce mois de décembre. Mais attention, les vaccins ne sont pas encore disponibles. Pas avant le mois de mars et de juin. Et surtout pour les pays africains, les vaccins contre coronavirus. Non, Et surtout le pour laboratoire Pfizer dont je parlais a déjà disposé de plus de 100 millions de doses de vaccins. Oui, mais depuis plusieurs mois. Hein? Depuis plusieurs mois, mais l'Afrique, parlons de l'Afrique. Justement, l'Afrique n'aura pas accès à ces vaccins pas avant 2021. Oui. Il faut que les gens continuent à respecter les mesures barrières. Si on se trompe qu'il y a vaccin, donc on peut faire n'importe quoi, on va mourir pour rien. Donc il faut continuer à respecter les mesures barrières. Le colonel Djibril l'a bien dit. Oui, bien sûr. Partant du côté respect des mesures barrières. En RDC, c'est l'épidémie d'Ebola. Le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a annoncé mercredi 17 novembre la fin de la 11e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. L'épidémie s'était déclarée le 1er juin. L'actuelle épidémie constitue la 5e dans le Grand Équateur et elle survient 2 ans après la précédente, tout en soulignant que la 11e épidémie de la maladie est survenue dans un contexte particulier marqué également là par l'expansion du coronavirus. La RDC, M. Fioclo nous avait habitués à dire que c'est fini, parce qu'avec Ebola, il faut attendre 42 jours. On dit c'est fini, et puis après on a un autre cas. Donc quand on dit la 11e est finie, il faut s'attendre à une 12e épidémie. Bon, moi je pense que les chargés de la maîtrise de cette maladie ne font pas bien leur boulot. Que la riposte est mal définie, est mal organisée. Parce que la première avait fait trop de boucan. Il y avait eu des interventions étrangères, tout ça. Mais au niveau de la 7e et 8e, les Congolais même ont voulu être au devant de tout. Et ils ont mis en place leur organisation interne et chacun a trouvé sa part, son avantage financier dedans. Il y avait eu trop d'interventions au nombre de 4000 pour des cas qui ne dépassent même pas 200. Et au bout de fait, c'est Ebola Business qu'on a installé dans ce coin. Et c'est pourquoi le ministre actuel, sachant que c'est comme ça que le terrain était, a voulu taper du poing sur la table et lui-même a fait le déplacement pour dire que ça, avec cette 11e épidémie, nous pensons que ça a pris fin, qu'Ebola n'apparaîtra plus. On va espérer que ce soit ça parce qu'il y a 130 cas. 130 cas seulement pour la maladie. Et il y a combien de décès? Je vais retrouver les chiffres. Je pense quand même que ça doit être autour d'une trentaine, si je ne m'abuse. 130 cas, dont 119 confirmés, 11 probables. Les services de santé ont enregistré 55 décès. Voilà. Or, dans la même période, au même milieu, il y a environ 12 000 cas de coronavirus et environ 322 décès. Vous voyez? Ce qui veut dire que Ebola est plus meurtrier. Et il faut noter aujourd'hui que le gouvernement Tshisekedi a voulu prendre les taureaux par les cornes.
Donc, moi, je lui jette des fleurs déjà, parce que le gouvernement qui sont venus remplacer le gouvernement Kabila était un gouvernement voyou. C'est trop fort le mot voyou. La gestion de cette épidémie, enfin d'Ebola en Aide des Congo, ça c'est, vous savez que c'est tout un business qui se développe autour. Vous savez, le 10e, vous avez vu le temps que ça a pris pour finir avec. Donc, les gens développaient peut-être des business pas possibles autour de cette gestion-là. Aujourd'hui, comme l'a dit Fioclou, le gouvernement, en fait, le président Tshisekedi a voulu aller devant la scène et montrer que, en fait, cette gestion ne devait pas être politisée. Dans tous les cas, on a mis la politique derrière la gestion d'Ebola en Aide des Congo pour la 10e, la 10e épidémie. Donc, aujourd'hui, en moins de 5 mois, ils ont fini avec 130 cas, dont 55 morts. Mais ce qu'il fallait, puisque ça allait prendre cette dimension également, parce que, imaginez, pour 130 cas, on mobilise pratiquement plus de 4000. 4000 agents, c'est du business. Et puis, vous voyez, le ministre de la Santé l'a dit clairement, il a dit donc qu'aujourd'hui, s'il y a des grèves, s'il y a les non payés, c'est justement parce que ce nombre pléthorique qu'on a mis pour gérer cette épidémie-là qui fait problème. Donc, on comprend aisément que si ce n'était même pas Covid qui était venu, je pense que Ebola n'allait pas prendre jusqu'à 5 mois pour pouvoir finir avec. Il aurait peut-être fait 1 ou 2 mois. Raison justement pour laquelle l'OMS a salué, quoi qu'on dise, la façon dont ils ont géré Ebola dans ce pays. Et donc, actuellement, les gens, ce n'est pas seulement en aide seulement. Quand il y a une épidémie quelque part, les gens font tout pour créer des racines pour pouvoir surfer sur ça et créer d'autres business qui se font. Alors, Ebola, la 11e épidémie vaincue, c'est un business qui échappe à des gens. Non, je ne pense pas qu'il faut être si dur. Non, il y a eu le business, il y a eu la corruption, effectivement. Mais il faut noter que dans la gestion de ce fléau d'Ebola, les gouvernants avaient peur. Il ne faut pas se tromper parce que vous vous rappelez, il y a de cela quelques années, quand cela s'est déclenché en Afrique de l'Ouest, tout le monde était en alerte. Je me rappelle que c'est le chef de l'État togolais qui a été désigné par ses pairs pour pouvoir mener le combat de riposte contre Ebola. Dieu merci, en Afrique de l'Ouest, nous avons été efficaces. On n'a pas été aussi corrompus que ce qui a été remarqué en Afrique centrale. Et puis, effectivement, pour le cas de la RD Congo, le gouvernement n'avait pas d'autres priorités quand l'Ebola s'est déclenché. Donc, on a mis l'accent là-dessus. Ceux qui font les affaires avec la maladie d'Ebola, ce n'est pas Tshisekedi et ses ministres directement. C'est peut-être des personnes qui bénéficient effectivement de cette onction pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, le plus important, c'est que quand le gouvernement déclare avec la certification de l'OMS que cette maladie est vaincue dans le pays, il faut espérer qu'on ne parle plus d'une 12e épidémie. C'est le plus important. Et je crois que les moyens de lutte contre Ebola sont bien connus. On peut prévenir effectivement ce mal-là. Aujourd'hui, beaucoup le disent avec un peu d'humour que grâce à Ebola, les animaux sauvages ont trouvé un peu de paix. Surtout quand on prend les animaux de l'espèce des rats, on avait peur carrément de d'agoutis, même les chimpanzés. Mais en Afrique centrale, et quand on prend le cas du Congo, à un moment, il y a eu une rébellion. Les gens se sont dit, mais les autorités ne peuvent pas nous empêcher. Les gens aiment beaucoup les singes en aide des Congo. Et je me rappelle d'un Congolais qui me disait, vends-nous ton singe là, on ramène ça à Brazza, on va faire la fête. Bon, alors, aujourd'hui, beaucoup, avec la sensibilisation, ont compris qu'il fallait respecter les mesures, il fallait prévenir la maladie. Mais le problème, c'est que quand la maladie est déclarée comme ça, vaincue, il faut une surveillance pour qu'il n'y ait plus d'autres cas. Le mal que le gouvernement de RD Congo a maintenant à gérer, c'est
des personnes qui sont sorties de l'Ebola, mais qui sont sous l'emprise de coronavirus. Ensuite, 2 crises sanitaires en même temps, de la taille du coronavirus et de Ebola, ce n'est pas facile. Donc, il faut encourager, il faut féliciter les autorités du Congo pour effectivement cette première victoire sur l'Ebola. Mais il n'est pas question de baisser les bras. Il faut continuer par lutter contre le coronavirus pour que des personnes qui étaient contaminées par Ebola et qui sont guéries ne puissent pas mourir de coronavirus. Parce que cela risque effectivement de perturber les analyses. On ne saura pas réellement ce qui s'est passé. Donc, il est très important que dans le milieu médical aussi, qu'on essaie de ne pas confondre la gestion de la vie humaine avec les affaires. Si tu veux devenir riche, il y a des métiers qu'il ne faut pas embrasser. Ne sois pas journaliste, ne sois pas médecin, et au début aussi on disait ne sois pas militaire. Bon, quoique ça peut changer, si peut-être tu faisais de la politique, les choses peuvent aller autrement. Mais quand dans la médecine on fait du business, comme ce qu'on a remarqué au Congo, c'est très grave parce qu'on joue avec la vie des populations et c'est très grave. Donc c'est une bonne chose que l'Ebola soit vaincu également au Congo. Prions pour qu'en Afrique, cela ne revienne plus et que effectivement nous nous tournons vers le coronavirus pour essayer aussi de mettre le coronavirus hors de notre continent. Là-bas aussi, il faut que les gens apprennent aussi par rapport à Ebola à appliquer les mesures barrières pour ne pas reprendre cette maladie. Voilà. Il faut que le gouvernement mette en place effectivement des mesures barrières pour Ebola. Et il faut mettre en dehors des communiqués, il faut mettre une agence ou bien des polices qui puissent surveiller cette maladie de près ou de loin, faire des visites auprès de la population, faire des meetings, faire des sensibilisations et autres, et afin que chaque Congolais dans l'Équateur sache que s'il respecte les mesures barrières, l'Ebola ne va plus arriver. Et laisser les animaux sauvages en paix. Mais c'est ça même le problème. Le problème, c'est que, vous savez, ce serait difficile. Du premier jusqu'au 11e, je crois, 11e épidémie. 11e, ce serait difficile parce que quand vous regardez la façon dont on explique que, surtout la région de l'Équateur, où les gens n'aiment que les viandes de brousse. Actuellement, vous savez, la contamination... Mais ce n'est pas automatique que si tu manges la viande de brousse, tu as l'Ebola. Ce n'est pas automatique. C'est des animaux aux hommes. La contamination, c'est des animaux. Et bien sûr. Ce n'est pas les animaux comme ça. Il semble qu'il y ait un liquide par lequel le virus transmet à partir d'un animal à l'homme. Donc, quand vous êtes en contact avec les animaux, ce n'est pas seulement les manger, mais quand vous êtes en contact avec les animaux, le fort taux de chance, c'est que vous ne pouvez pas vous en sortir. Oui. Donc, mais ce n'est pas automatique parce que quand on parle de l'épidémie ou de la pandémie, c'est parce que c'est déclaré. S'il y a pas d'épidémie, on peut manger les animaux sauvages sans problème. Sauf que il y a des espèces qui sont protégées. Parce que si systématiquement, c'est ça le problème. Quand on dit à la population, ne vous adonnez plus à des animaux sauvages, ça frustre les gens et on se cache pour manger. Aujourd'hui, il faut respecter les normes. Parce que même les animaux sauvages, il faut bien les cuire. Voilà. Là, donc s'il n'y a pas de problème, il faut quand même... On la pause et on revient après le journal.